leur pays d'origine et sont arrivés à Paris récemment. Ils sont demandeurs d'asile en France. Voilà. Son statut. Bon, on ne présente pas ceux qui arrivent, ils se présenteront quand ils auront l'occasion. Voilà. Pour présenter cette session, d'abord j'ai présenté très rapidement Stéphane, et en même temps ça me permettra de me présenter très rapidement aussi. J'ai rencontré Stéphane au début des années 80, quelque part, dans les années 80 en tout cas. Il était à l'époque trésorier de la JOC internationale, donc membre du comité international de la JOCI à Bruxelles. Originaire d'Australie, un ancien responsable de la JOC d'Australie. Il a donc été élu à la JOC internationale. Il a vécu des situations assez complexes dans la JOC internationale, au moment de la scission en fait, avec la CIJOC. Ça lui a donné l'occasion de passer au Vatican plusieurs fois et de s'inquiéter des réalités de, comment je dirais ça, juridiques de l'Église catholique. Il est lui-même originaire, sa famille est originaire de Tchécoslovaquie, c'est pour ça qu'il a un nom un peu étrange. Et son père était aussi un réfugié politique, en fait, après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Il a une formation en droit, quand il était jeune, là-bas en Australie, et il s'est donc intéressé, à la suite de la scission de la CIJOC, au droit canon. Et il a fait une formation de droit canon à l'Université catholique de Paris, je pense, où il a rencontré, peut-être un peu avant, où je ne fais pas là, c'est celle qui allait devenir sa femme et qui était responsable dans international de l'ACE. Il y a son siège à Paris, et ils sont donc restés là. Sa femme, ils se sont mariés, ils ont 3 enfants. Sa femme est malaisienne d'origine, il est reparti, ils vivent actuellement en Malaisie, mais vous trouverez Stéphane dans tous les coins du monde et de temps en temps à Arras. Voilà. Il a fait des études très intéressantes sur l'origine de la JOC et il a redécouvert toutes les racines de la JOC dans le mouvement du sillon. Une petite partie de ces études, ou un petit aperçu de ces études, a été publié dans Masse ouvrière, enfin qui s'appelle maintenant les cahiers de l'atelier. Moi je suis un ancien, hein. Voilà, que j'ai avec moi là. Bon, hein. Et ensuite il a pris donc, il a fondé autour de la Malaisie, je pense en Inde, un comité international cardé, une communauté internationale cardée qui permet toute une coordination de tous les gens qui se réclament de l'héritage de la JOC de Cardé. Voilà, c'est comme ça qu'il présente aujourd'hui ses travaux. Il a entrepris donc ce travail particulièrement ici en France et en Belgique, mais pas seulement, bien entendu, sur l'influence de Cardaigne. Il s'est dit, qu'est-ce que Cardaigne a fait au Vatican? Dans toutes les recensions ou les publications qu'on trouve en ce moment sur Vatican II, presque nulle part il n'est fait mention ni de Cardaigne, ni des mouvements laïcs qui ont précédé la mise en œuvre de Vatican II et qui ont influencé l'orientation de l'Église. Et donc il s'est dit que c'était important d'aller fouiller là-dedans. Et là, donc, il a fouillé, c'est un fouineur, ça, il n'y a aucun doute, mais il a fouillé les archives de Lille, de Bruxelles et de toutes ces choses, et il est donc en train de préparer sa thèse pour l'université de Melbourne, donc en Australie, son pays d'origine, où il va présenter cette thèse qu'il est en train de rédiger en ce moment, et dont il va nous donner la primeur. Voilà, j'ai terminé avec ça, et je présente maintenant le premier intervenant. Chaque intervenant va avoir une demi-heure, en principe, hein. Et donc le premier intervenant c'est Walter Coppens, je ne sais pas si je prononce bien,
qui est théologien belge et qui va nous parler des idées sociales de Cardijn telles qu'elles ont été exprimées dans le journal de la Cité en Belgique. Avant cela, nous accueillons Ludovic, qui est le président actuel de la JEC internationale. Et qui est avec sa famille. Sa femme est là, les petits-enfants. Voilà. Alors moi, j'étais aumônier de JEC pendant 20 ans en France, à Lille et puis quelques années à Paris. Et j'ai été aumônier de JEC pendant 30 ans en Afrique du Sud. C'est là où j'ai rencontré Stéphane. Voilà. Merci. Je vais essayer de parler sans micro. Et parce que alors on comprend normalement mieux. Voilà. Je remercie les organisateurs et surtout Stéphane de m'avoir invité. Je suis 2 fois docteur en théologie, STD et PhD. Et j'ai aussi travaillé à la sécurité sociale belge. Et c'est comme ça que j'ai très très bien connu et apprécié naturellement le responsable de Alvilvoorde. Voilà. Mais maintenant, j'ai été nommé par l'archevêque de Mechelen-Malines dans le tribunal ecclésiastique concernant la béatification éventuelle de Cardijn. C'est en cours, là je suis lié par le secret professionnel, naturellement. C'est pas de ça que je vais parler. J'ai ici 3 volets. Je vais essayer d'en traiter 2. Le premier, c'est vu du texte de Gaudium et Spes, la constitution pastorale, qui n'est plus suivie à Rome par tous les instances. J'ai été à un congrès international à Bratislava pour un discours pour la paix. J'utilisais ce texte et la représentante officielle du Vatican a dit que ce texte était dépassé par le compendium social. Et naturellement, moi je dis, bon, et où est le concile alors? Parce que ça c'est une constitution. Et un compendium social, c'est une petite ratatouille d'encycliques et d'autres textes, etc., qui a été fabriqué à Rome, nous le savons, à l'université de Leuven, hein, ensemble avec la CIA, à la demande de la CIA, pour limoger plusieurs textes de Gaudium et Spes, parce qu'ils n'aiment pas ces textes en Amérique latine. Certains gens n'aiment pas ces textes en Amérique latine. Maintenant, avec le nouveau pape, ça pourrait à nouveau changer, mais bon. Quand j'étais là, c'était encore la dame qui représentait le Vatican, était présentée comme une amie personnelle du pape Jean-Paul II. Mais donc voilà, ça, dans l'Église, les choses évoluent. Hein. Dire un peu à droite, à gauche, selon les circonstances. Cardijn lui-même a constaté qu'il y avait de grandes différences entre les prélats et aussi entre les papes. Le premier volet, c'est partant de ce texte, les choses qui me semblent être très proches de des idées de Cardijn. Je ne vais pas vous parler de ça, je n'aurai pas le temps. Hein. Je dois surtout vous parler des idées de Cardijn comme il les a formulées entre 50 et 63. 63, c'est la mort de Jean 23. Hein. Et c'était dans un journal chrétien mais de gauche, La Cité, où il était invité de publier presque tous les jours, mais ça n'a pas marché tous les jours, des articles. Hein, il y en a aussi une bonne cinquantaine que le journal n'a pas voulu publier. Hein, mais il y en a plus que 200 que le journal a publié. Et j'ai ici la publication de ces articles, et ici c'est la version en néerlandais. Mais donc, on parle ici
d'idées historiques et prophétiques. Et là, je suis tout à fait d'accord. Les idées sociales. Hein. Les idées sociales de Cardijn étaient prophétiques et historiques d'une grande importance, et ils seront encore d'une beaucoup plus grande importance pour les années à venir, j'en suis convaincu. Hein. Mais je vais donc me limiter à ces idées de Cardijn exprimées par les lignes de fait, hein, mais les idées exprimées dans ces articles. Hein. Et parce qu'il était capable, Cardijn, de formuler pour un large public, parce que ce journal a été lu par pas mal de chaussistes, par mal de syndicalistes, et aussi par pas mal d'autres non-croyants qui étaient syndicalistes, etc. Mais c'est quand même des idées très fondamentales. Alors je vais quand même vous embêter quelques minutes du temps que j'aurai sur la vie de Cardijn, quelques éléments qui ont, selon moi, vraiment influencé sa pensée. Donc, ça j'appelle les antécédents dans la vie personnelle de Cardijn de ses idées sociales ultérieures. Donc, les parents de Cardijn, Henri et Louise, ils avaient à Halle, la ville hein, où habite monsieur Tordeur. Donc à Halle, ils avaient un tout petit commerce de charbon détaillant, où ils vendaient aussi les légumes de leur jardin. Hein? Et ça ne suffisait pas pour vivre, et ils avaient en annexe un petit café populaire. Donc l'enfant Cardijn vivait dans ce café, et là il voit et il entend, parce que c'est quelqu'un qui est très curieux, qui écoute, il voit la pauvreté des ouvriers. C'est l'époque de mon grand-père. Et j'ai beaucoup parlé avec lui, il m'a beaucoup renseigné, donc je sais que c'est tout à fait vrai ça. C'était typique. Les ouvriers vivaient dans le froid, n'avaient pas d'argent pour acheter du charbon. Hein? Il apprend aussi dans ce café à juger, parce qu'il y a beaucoup de jugements naturellement. Hein? Parce qu'il écoute les discussions concernant la question sociale, le socialisme, les grèves, les manifestations, le travail qui était à l'époque à partir de 9 ans. Mon grand-père aussi est allé en usine à 9 ans. Hein? 12 heures par jour. Et c'est ce qui a touché Cardijn très vite quand ses copains allaient en usine. Et lui pas, parce qu'il allait au petit séminaire avec des subsides d'élèves. C'est à partir de 9 ans dans les usines, et puis les abus sexuels des enfants dans les usines, et la drogue. La drogue n'est pas un phénomène de maintenant, hein, des désespérés. Naturellement, c'était la drogue bon marché, donc c'était, comment est-ce qu'on dit ça, la colle. Hein? On dit ça comme ça. La colle. La colle. Voilà. L'inhalation de colle, qui était très répandue parmi les enfants qui travaillaient à l'usine à partir de 9 ans. Une vie extrêmement dure. Mais c'était indispensable parce que les petits sous qu'ils gagnaient étaient indispensables pour les familles. Et surtout, ça a touché Cardijn, les enfants ne recevaient pas d'éducation. Pas d'éducation scolaire et l'éducation, enfin, au-delà de l'école, qui intéressait encore davantage Cardijn, naturellement, n'était pas actualisé non plus. J'espère que vous avez tous vu le film Danse. Si ce n'est pas le cas, c'est un film qui a été nominé pour les Oscars. Hein? Il existe et il faut le chercher sur YouTube ou je ne sais pas quoi, il faut le voir. Danse était un prêtre belge aussi, qui s'opposait au parti catholique et son idéologie paternaliste, c'est-à-dire que les ouvriers ne pouvaient pas s'organiser eux-mêmes sans la tutelle et la supervision du patronat.
Ça, c'était l'idée paternaliste. Hein. Il ne pouvait pas s'organiser seul. Et donc, Dans, qui était d'origine jésuite, mais qui était puis donc prêtre du diocèse, s'est opposé à ça. Et je ne vais pas raconter la vie de Dans. Il a eu de graves ennuis, parce qu'à l'époque, quand lui allait à Rome, c'était avant Cardin, mais il tombait sur Pie X, influencé par l'action française. Le cardinal Marie Delval, qui était conseiller de Pie X, était quelqu'un de l'action française, que vous connaissez bien. C'était des idées d'extrême droite, qui étaient à ce moment très vivants au Vatican. Quand Cardin y allait, c'était Pie XI. Les idées avaient changé au Vatican. On comprend ça maintenant. Quand on voit le pape François, on dit qu'il y a certainement quelque chose qui a changé. Hein? Bon, voilà, c'est pas nouveau non plus. Ça arrivait dans le passé aussi. Mais donc, l'enfant Cardin allait au meeting à Halle, donné par le prêtre Dans, qui avait fondé un mouvement d'ouvriers et un parti politique aussi finalement, parce qu'il réclamait des places d'ouvriers sur les listes du Parti catholique et il ne les obtenait pas. Hein? Wust, le président du Parti catholique, ne voulait pas et le roi Léopold II non plus. Et donc voilà, ça n'arrive pas. Et il y a eu de graves ennuis avec l'Église, donc naturellement il est resté catholique, il est mort en recevant les sacrements, mais c'était un autre temps. Mais ça a marqué Cardin. Voilà. Donc, et puis Cardin, naturellement, il lit le journal, il lit les journaux qu'il trouve, comme enfant, et il lit les livres. C'est un lecteur. Futur écrivain, futur parleur, mais d'abord il a tout lu. Hein. Et en